Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Aujourd'hui, je vais continuer la présentation du jeu Warfighter Shadow War avec aujourd'hui donc la présentation de la mise en place du plateau de jeu, le choix et la mise en place d'une mission et de ses objectifs, ainsi que la création de l'escouade avec laquelle on va jouer. En amont de cette vidéo, j'ai un petit peu préparé le terrain en mettant en place les immuables que l'on retrouve d'une partie à l'autre, c'est-à-dire ici l'action deck, le deck des cartes actions, juste derrière ici le deck des lieux, et tout au fond là-bas le deck des hostiles. J'ai également mis en place, on va zoomer un petit peu, ici le jeton de bruit sur la piste de bruit, et un peu plus loin là-bas le jeton, le statut de mobilisation qui pour l'instant est au calme pour éventuellement passer en alerte le plus tard possible dans le jeu évidemment. Voilà, hop là, on dézoome un petit peu. Donc ça c'est ce qui de toute façon doit être mis en place systématiquement d'une partie à l'autre. Il faut ajouter également en stock dans un coin, le conserver, le petit deck des hostiles Reaction Force, d'accord, qui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, intervient une fois que la situation et la mobilisation est en alerte. Donc ce deck-là, je vais le mettre de côté pour plus tard dans la partie. Voilà. Donc une fois qu'on a mis ça en place, il est temps de choisir sa mission. C'est un peu dans cet ordre-là qu'on le fait en principe, hein. On choisit sa mission, on choisit les objectifs, l'objectif qui va avec, et ensuite les lieux d'insertion et d'extraction. Voilà. Alors tout ça peut être fait plus ou moins dans le désordre, hein. Je disais ça se fait dans cet ordre-là. Disons que généralement on on constituera l'escouade en dernier lieu, et dans un premier temps on fait toute cette partie relative à la mission et à ses objectifs. Voilà. Donc au niveau des missions, donc je vous en avais parlé un petit peu, hein, on en a je crois 8, 2, 3, 4, 5, 6, on en a 7 pardon, dans cette boîte de départ. Donc je vous un petit rappel de ce que va contenir une carte mission, et c'est très important pour la choisir en toute connaissance de cause. Donc la carte mission, ça va être de toute façon, c'est une carte lieu, hein, qui va donc avoir un coût d'entrée classique, c'est la première valeur entrance en haut ici, qui est égale à 0, je crois, pour toutes les cartes mission. Voilà, donc ça veut dire que si on veut retourner sur cette carte pendant le jeu, on n'aura pas de coût à payer particulier. On a ensuite un autre coût en dessous, le plus 0 ici, qui est également nul pour l'ensemble des cartes mission. Là, c'est un autre coût d'entrée, qu'on appelle le coût d'entrée de nuit. Donc c'est une des particularités, une des règles ajoutées de cette version Shadow War. On en reparlera un peu plus tard. Tout en haut, bien sûr, le titre de la mission, et là où ça devient vraiment important pour la façon dont va se dérouler le jeu, je vous l'avais déjà dit, on a ici la quantité de ressources ou de crédits alloués à cette mission pour constituer notre escouade, le nombre de tours max qui va nous être autorisé pour accomplir cette mission, l'emplacement de la carte objectif sur la piste de lieu, d'accord, et ici, sur cette mission-là, une pénalité, mais ça peut être parfois un bonus, concernant le chargement de nos hommes. Par exemple, sur cette mission-là, Going Small, on a un loadout à plus 2, donc on peut charger nos hommes. On peut charger nos hommes avec une valeur plus 2 de leur loadout. Par exemple, ici, Clark a un loadout de 12, et bien avec cette mission-là, Nice and Easy, il aura non pas 12 de charge, mais 12 moins 6, donc 6, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici 4 lignes concernant l'activité. L'activité, c'est-à-dire c'est ce qui va être relatif au bruit pendant la mission, et quand on aura à tester l'activité de nuit sur le lieu de la mission,
on devra, en fonction du lieu sur lequel on sera situé, ou plutôt, pardon, en fonction du lieu le plus avancé présent sur la liste de lieux, eh bien, il faudra considérer l'activité comme étant plus ou moins forte. Donc, si le lieu le plus avancé est sur la case numéro 2, l'activité sera considérée comme égale à 8. Sur la 3 et la 4, l'activité sera considérée à 6. J'ai oublié sur la carte mission également. Si la carte la plus avancée, si la carte lieu la plus avancée est à l'emplacement 5 ou plus, on aura une activité égale à 3. Plus l'activité est élevée, plus le chiffre d'activité, plus la valeur d'activité est élevée, mieux c'est, parce que moins on entendra les éventuels bruits faits par nos soldats. Quant à la valeur de confusion, elle intervient dans le premier tour où l'alarme est déclenchée, mais là aussi, on en reparlera un petit peu plus tard. Et enfin, on a une dernière indication sur nos cartes missions, donc qui varie là d'une mission à l'autre. Donc sur cette mission Nice and Easy, on nous demande d'augmenter le bruit de 1 à chaque fois que l'on place une carte hostile en jeu. Donc d'une mission à l'autre, tous ces éléments évidemment varient. Voilà. Donc là, pour les besoins de la future partie, je vais choisir la mission Nice and Easy et j'écarte les autres missions. Cette carte mission, une fois qu'elle est choisie, on va la placer sur l'emplacement de mission. Comme le timer nous indique une valeur de 12, donc je place la mission sur la carte mission, je prends mon jeton timer et je vais le placer. Hop, un petit ajustement manuel, ça tremblote partout, excusez-moi. Je vais le placer sur la valeur 12 de la piste du temps. Voilà. Donc à chaque fois qu'on aura terminé un tour, c'est indiqué dans le rulebook, à chaque fois qu'un tour est terminé, on fait reculer le jeton timer. Voilà. Donc première étape, le choix de la mission, c'est chose faite. Deuxième étape, on en a parlé la dernière fois aussi, le choix de l'objectif. Donc on en a encore plusieurs, avec, je vous le rappelle, des cartes qui sont associées à l'objectif. Par exemple, si l'objectif c'est l'assassinat d'une personnalité, on aura comme carte associée à l'objectif la carte de la personnalité à assassiner. Donc là, pour excusez-moi, pour la partie de démonstration, je vais prendre cette mission-là, VIP Assassination. Clac, j'écarte le reste. Et là encore, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelques informations. Donc la carte objectif, c'est elle aussi une carte lieu. Une carte lieu avec son titre, évidemment, tout là-haut. Elle a également un coût d'entrée. Vous voyez, là, on a un coût d'entrée qui est égal à 6. Alors, le coût d'entrée, il implique notamment, si je prends une carte de personnage, il implique notamment cette valeur-là. Par exemple, Clark, ici, a lui une capacité de mouvement qui permet de payer partiellement un coût d'entrée égal à 3. Donc, si j'ai un lieu, comme ici, avec un coût d'entrée égal à 6, eh bien, Clark paye, grâce à sa capacité d'entrée, la moitié de ce coût d'entrée, et il devra, par exemple, défausser 3 cartes pour pouvoir satisfaire complètement ce coût d'entrée. Donc, un coût d'entrée normal, un coût d'entrée nocturne. Quoi d'autre? On a des indications ici. Ah oui, une ligne rainroll, donc pour les renforts qui peuvent arriver à chaque tour. On en reparlera un peu plus tard. Un petit paragraphe de particularité propre à cet objectif. Donc il s'agit d'une carte de structure. On doit éliminer la personnalité qui est sur le lieu. Et une fois qu'on est entré, une fois que la personnalité a été éliminée, le coût d'entrée devient égal à 1 à partir de ce moment-là. Et une fois qu'on aura activé, on a un jeton au début de la partie, on place sur l'objectif, on place ce marqueur inactif. Et une fois qu'on a activé, on peut activer n'importe quand un objectif. Une fois qu'on aura activé l'objectif, on a un tour, pas plus, pour
assassiner la personnalité. Dernier petit détail, et pas des moindres, sur la droite, on a un petit tableau concernant les hostiles, et on a plusieurs valeurs. Donc la colonne de gauche, là, avec les valeurs 29, 30, 49, etc., fait référence au nombre de crédits que l'on a, au nombre de ressources que l'on aura utilisées pour faire notre escouade. Je vous rappelle que dans la carte mission qu'on a choisie, on nous indique avoir une quantité de ressources égale à 120 pour composer notre escouade. Ok? Et bien là, pour les cartes hostiles qui rentreraient en jeu sur ce lieu-là, eh bien on a, comment dire, on va tenir compte ici du nombre de ressources que l'on aura effectivement utilisées. Donc si j'utilise par exemple 70 ressources pour faire mon escouade dans cette mission-là, eh bien c'est cette ligne-là qui m'intéressera et donc c'est cette valeur-là d'hostile qui sera prise en compte. On verra plus tard comment est-ce qu'on utilise ce petit tableau-là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça c'est ma carte objectif. Je vais la placer comme indiqué sur ma carte mission, ici, sur le lieu numéro 7. Donc le lieu numéro 7, et ben, ça tombe bien, il est juste devant nous. Je mets ma carte objectif ici. Je vais mettre le jeton d'inactivité dessus. Alors je le mets sur la case Rainroll parce que, en fait, tant que la mission est inactive, on ne peut pas avoir de renfort sur cette carte-là. Ça, c'est une chose. Et donc, je vais ajouter à côté, en tout cas juste au-dessus, la personnalité qui est à éliminer, qui, petite précision, est immobile, c'est-à-dire qu'elle ne bougera pas. Elle a un état stationnaire. Ok? Voilà. Et elle a une capacité de donner l'alarme. Alors, autre valeur qu'elle a également, mais on en reparlera également plus tard, un petit 3 ici, qui est la valeur de couverture. C'est-à-dire que quand que l'on soit un soldat de l'équipe ou un ennemi, dans tous les cas, on a parfois des jets de dés à faire pour les attaques. Je dis parfois parce que en situation nocturne, ce n'est pas systématiquement le cas. Et lorsqu'on fait nos jets d'attaque, on doit notamment jeter un des 6 pour savoir si on passe au-delà de la couverture ou si la couverture a bien fait son effet. Voilà. Et donc, pour la personnalité ici, clairement, quand on jettera les dés d'attaque pour l'éliminer, eh bien, il faudra faire 3 ou plus pour passer cette couverture. Donc, la mission et l'objectif ont été choisis. On doit maintenant choisir un lieu d'insertion et un lieu d'extraction. Donc, les lieux d'insertion, ils apportent des avantages ou des inconvénients aux missions. Par exemple, si on arrive en Black Hawk, un hélicoptère Black Hawk, eh bien, celui-ci imposera d'ajouter une carte de lieu. Donc, il nous faudra décaler ici la carte objectif d'un cran vers la droite. Bon, je vais vous montrer vite fait les autres. Si on prend cet autre hélicoptère, le Defiant, eh bien, on ne pourra faire que des attaques à 1, des bruits à 0. Alors là, perform noise 0 and 1 attacks. Ouais, ça faudrait que je creuse un petit peu. À vrai dire, je ne vois pas trop ce que ça signifie. Bon, n'hésitez pas à commenter si vous avez des précisions là-dessus. Bon, etc. Etc. Voilà. Donc tous les soldats en parachutisme, si on arrive en parachute, pardon, tous les soldats doivent absolument avoir une valeur imprimée de shadows, d'habilité, donc de discrétion, d'ombre, de 7 ou mieux, etc. Donc là, pour la présente mission, on va prendre le Black Hawk, qu'on va donc mettre qu'on va donc mettre ici, et qui nous demande d'ajouter une carte de lieu. Donc du coup, notre VIP ne va plus être en 7, mais à la case d'après, qui normalement est réservée à la case d'extraction, mais c'est pas grave, on mettra la carte d'extraction un peu plus à droite. Et pour la carte d'extraction, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, pareil, là on a une contrainte aussi. Vous noterez qu'on a des valeurs d'entrée pour cette carte-là.
Ici à 2, avec une valeur aussi en plus un coût de nuit à payer. Donc si on part par exemple avec le F470 CRRC, donc un véhicule amphibie, et on nous demande à ce que la carte précédente et cette carte n'aient plus de carte ennemie dessus. Pardon, donc il va falloir éliminer avant de partir sur cette embarcation. Et bon, après, chaque point d'extraction a ses contraintes imposées. Donc là, je prends le parti de prendre la carte amphibie, donc le F470 CRRC, pour partir après la mission si elle réussit. Voilà. Mes cartes extraction et insertion, je les retire également de la partie. Donc voilà pour l'instant où nous en sommes. Et maintenant, me direz-vous, eh ben, c'est la partie peut-être la plus intéressante du setup, puisque ça va être la création de notre escouade. Donc notre escouade, elle va être composée de un ou plusieurs soldats, chacun équipé d'armes, d'équipements, de compétences. Concernant les soldats, il existe 3 types de soldats dans le jeu. Les soldats, je dirais, classiques, sur lesquels on a le nom sur le côté gauche, et rien d'autre de particulier d'inscrit. Donc ça, c'est les soldats, on peut appeler ça les soldats joueurs. Ils ont la particularité, ce sont eux qui vont pouvoir porter, entre guillemets, les mains de carte action. Voilà. Si je prends, par la suite, si je considère maintenant les soldats NPS, Non-Player Soldier, eux vont pouvoir avoir des équipements, d'accord? On va pouvoir les équiper avec les armes notamment qui sont ici. Ils vont pouvoir faire des actions, mais ils n'auront pas, ils ont bien sûr des skills qui leur sont propres, mais ils n'auront pas de carte action en main. Donc ils pourront faire des actions, mais pas celles issues des cartes actions. Hop. Et enfin, on a les personnages squad, qui eux, en plus, donc on remarquera qu'ils ont tous, pour ceux qui sont issus de Shadow War, ils ont tous des Night Goggles, d'accord? Mais ils n'ont pas d'armes, et on ne peut pas les équiper non plus, ok? Donc par contre, ils ont, et c'est un peu le cas hein, d'ailleurs aussi sur les NPS, ça c'est en commun, ils ont, par exemple, Howard ici, le NPS, a 4 points de vie au départ. Il peut en avoir 3 de 1, bien sûr, jusqu'à 0 au moment à partir duquel il meurt. Donc lorsqu'il a 4 ou 3 points de vie, il peut réaliser 3 actions. Quand il a 2 points de vie, il ne peut plus réaliser que 2 actions. Et quand il lui reste un point de vie, il ne peut plus faire qu'une seule action durant chaque tour. Ok, c'est un peu la même chose pour les soldats squad. Donc ici, Santiago démarre avec 2 points de vie. Quand il a 2 points de vie, il peut faire 3 actions. Un point de vie, non, il ne peut plus en faire que 2. Et après, il est mort. Voilà. Et donc, lorsqu'il fait des attaques, c'est ce qui différencie les soldats squad des soldats NPS. Hop là. Étant donné que le soldat NPS, lui, va avoir une arme, par exemple pour lui, un M4 carabine, ok, lui, il fera ses attaques en fonction de son arme. Alors que le soldat squad, lui, fera des attaques. On ne sait pas quelle arme il a en fait. D'accord? Mais il fera, lui, une attaque à distance 0, dont les valeurs de kill seront 5 ou 6. On en reparlera si toutefois je prends ce type de personnage. Voilà. Donc, si je reviens vite fait sur ce qu'on retrouve encore sur nos personnages, donc en haut à droite, je vous l'avais déjà dit, on a le coût du personnage, du soldat. Ici, on a sa valeur de déplacement qui permet de payer en partie le coût d'entrée sur un lieu. En bas à gauche, on retrouve la valeur de couverture. Donc lorsqu'on va se faire attaquer par les ennemis, eux aussi lanceront des dés à 10 faces et un dé à 6 faces. Le dé à 6 faces pour savoir si notre couverture aura été efficace ou s'il la dépasse. Voilà. La santé, bien sûr. La santé, alors très important, hein, quand on tombe à 0 en santé, bah, évidemment on est mort. Mais pour les soldats joueurs, la valeur de santé de départ, et la valeur de santé d'ailleurs à tout moment de la partie, correspond au nombre de cartes que l'on peut avoir en main.
Donc si à un moment donné, pendant un tour, je me retrouve à prendre 2 blessures, je vais me retrouver à 5 en santé avec Clark, et au tour suivant, il ne pourra pas aller au-delà de 5 cartes en main dès lors qu'il fera dès lors qu'il réalimentera sa main, pardon, il ne pourra pas aller au-delà de cette valeur de santé. Le loadout, on l'a déjà dit, c'est la valeur de chargement. Le HTH, c'est un bonus ici pour le combat au corps à corps. Alors, ensuite, on a des valeurs ici du style 3CX, 2XP. Tout le monde ne les a pas hein, sur les soldats. Ici, on a un soldat qui est cher, donc il a pas mal d'avantages. 3CX, alors c'est un rapport d'expérience CX, je crois que c'est les campagnes, les points d'expérience de campagne. Donc cette valeur 3CX autorise à Clark d'avoir, en plus de sa main de cette carte, d'avoir 3 cartes actions en bonus, qui ne sont pas à mélanger avec les autres cartes de sa main, d'accord. Et ces 3 cartes actions, il peut les utiliser comme les autres, sauf que il peut aussi, s'il en utilise une, 2 ou les 3 pendant un tour, au début de chacun de ces tours, automatiquement, il peut reprendre 3 cartes, on va dire 3 cartes CX à côté de lui, sans que cela lui coûte d'action. Alors que quand on utilise des cartes actions, donc si j'ai cette carte action, refaire sa main demande de payer une action, sachant que les soldats ont en général, lorsqu'il y a des indications, sauf quand il y a des indications contraires, en général, un soldat a 2 actions possibles. Donc voilà, va falloir gérer ça aussi. Ensuite, en dessous, on a la valeur XP, donc là on a la valeur d'expérience. On acquiert de l'expérience dans le jeu lorsqu'on tue des ennemis. Si je tue un ennemi, par exemple, si je prends cet ennemi-là, si je tue cet ennemi-là, je vais gagner 2 points d'expérience. Ok. Eh bien, l'ami Clark, lui, il démarre avec 2 points d'expérience. Les points d'expérience, c'est assez intéressant parce que parfois, ça peut servir à payer certains coûts. La valeur Shadows, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est lorsque l'on va se déplacer, par exemple, eh bien, on fera un jet de Shadows avec un D10. Et donc, Clark, lui, a 7 ou plus en Shadows. Ça veut dire que s'il fait 7, 8, 9... non, pas 7, 8... Attendez, c'est comment déjà? Je crois que c'est ça. Hein. Oui, s'il fait 7, 8, 9 ou 10... il aura réussi son jet de Shadows. S'il fait une valeur de 0, enfin de 1 à 7, de 1 à 6, pardon, inclus, il aura raté son lancer d'ombre. Sachant qu'il y a des cartes qui permettent d'augmenter ces valeurs-là, ces tests-là. Et donc, il est équipé aussi des Night Goggles pour la vision nocturne. Donc voilà globalement le type d'information qu'on retrouve sur ces cartes-là. Je vais recentrer un petit peu tout ça. Hop. Alors, donc on a 120 points de ressources max. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Alors oui, moi, après les quelques parties que j'ai pu faire, j'ai constaté que vraiment, et je dirais c'est heureux, hein, c'était un peu le but du jeu, je crois. Il faut vraiment faire hyper attention au bruit, à la discrétion, faire en sorte de rester discret le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on commence à faire du bruit, si le statut du camp passe on alert, alors là c'est foutu, les ennemis vont dégueuler de partout, et ils nous auront repérés, et là la mission sera alors extrêmement compromise. Donc on va... pour l'instant, je prends le parti, dans les parties que je fais, je prends le parti de privilégier au maximum la discrétion. Donc, je vais prendre, par exemple, ici, l'ami Clark, d'accord, et son compère Howard. Pourquoi Howard? Alors, pourquoi Clark, déjà? Pourquoi Clark? Parce qu'avoir ces 3 cartes en main, en bonus, c'est hyper précieux. Des points d'expérience aussi. 3 en mouvement, pour payer le coût, les coûts d'entrée, c'est quand même extrêmement intéressant. La lacune, je trouve, c'est la valeur de couverture qui est pas terrible. Et 7 ou plus en Shadows, c'est quand même pas mal. Voilà. Et 7 cartes en main, c'est vraiment vachement bien. Voilà. Donc je vais prendre Clark. Voilà. On est à 25. Je vais prendre également Howard, qui a 3 actions possibles, ce qui est quand même énorme. Shadows, 7 ou plus. Alors Marksman, c'est quoi? C'est une compétence
que voici. Donc, Marksman, ça permet d'ajouter 1 à nos lancers d'attaque à distance. Donc ça, on prend. C'est toujours, hop là, c'est toujours intéressant. C'est quand même une bonne caractéristique, une bonne compétence. Et en plus, ça ne mange pas de pain, un hand-to-hand combat à +1. Voilà. Ce qui était également le cas d'ailleurs pour Clark. Donc, je vais commencer comme ça, avec ces 2 soldats. Je vais virer les autres. Clac. Je vais mettre mes 2 gars ici et ici. On a donc Howard. Alors oui, les compétences ont aussi un coût. Sauf lorsqu'il s'agit de compétences, on va dire, que possède déjà le soldat en question. Donc ça compte, ici, ça ne va pas compter. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Donc après, on va quand même les équiper avec le matériel qu'ils doivent avoir. Ils ont tous 2 des Night Goggles. Donc Night Goggles que voilà. D'accord? Donc, une fois par tour et par soldat, on peut payer une action ou un point d'expérience ou défausser une carte d'action pour soit faire une action de révélation, c'est-à-dire révéler un hostile qui sera retourné, d'accord, donc le révéler face visible, ou encore pour ignorer un coup d'entrée nocturne de location, enfin de carte lieu. Vous savez, la petite valeur plus qu'on a sur les lieux comme ici, là. Le +0 qui est en haut à droite. Donc chacun a cette carte avec lui, cet équipement Night Goggles. Donc on va les équiper. Et donc, cette carte en temps normal aurait un coût de 1, d'accord? Là, étant donné que c'est leur équipement de départ, il n'est pas comptabilisé dans ce coût-là. Clac. Night Goggles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Marksman, c'est fait. Shadow 7+, ok. Et donc, l'ami Howard, lui, a un M4, une carabine M4. Donc, carabine M4, qui en temps normal aurait un coût de 5, a un poids de 3. Elle a un poids de 3. Alors, il me semble qu'eux, ils n'ont pas de loadout particulier. De toute façon, on ne peut pas les équiper plus que ce qu'ils n'ont déjà. Donc, un poids de 3, des capacités d'attaque à distance 0 et 1. Ok. Une valeur de reload. Alors oui, quand on fait je vous ai dit tout à l'heure, qui peut arriver. Une fois quand on tire, quand on attaque en étant en mode furtif, on va dire, on n'a pas besoin de lancer de dés. Dès lors qu'on est repéré, il me semble que c'est ça, dès lors qu'on est repéré, on a une attaque normale. Oui, là, on doit lancer des dés. Et donc, on va lancer un dé 10, notamment, par balle utilisée. Donc, ici, ce sera soit une balle, soit 2. Et donc, dès lors qu'on a un dé 10 qui obtient ici un 2 ou moins, eh bien, on se retrouvera avec un chargeur vide. Pardon. La notion de suppressed, on y reviendra plus tard. La notion de bruit, on en a déjà parlé. Donc, cette arme, elle a la capacité, vu qu'elle a un silencieux, de faire un peu moins de bruit que les autres. Donc, elle fait une valeur de bruit de 3 en moins par rapport à une attaque normale. Et la carabine M4 possède 6 munitions de ce calibre 5,56 au départ. Alors, on va tourner un petit peu. Voilà, donc, cette carabine, on va la mettre ici. Ok. Et maintenant, il nous faut équiper Clark. Donc, pour l'instant, on a quoi comme valeur? On a 16 et 25, 41 points d'équipement, enfin d'utiliser, pardon, 41 points de ressources équipées pour le moment. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, après, on a le choix, on a des compétences, des équipements et des armes. Alors, concernant les armes, donc comme je le disais tout à l'heure, je vais prendre le parti de prendre les armes les plus silencieuses pour notre ami Clark. Alors oui, petite précision quand même, et c'est pas anodin, je rappelle que Clark a un loadout de -6, donc il ne peut pas porter
alors qu'à la base il est à 12. Hein. Donc on ne peut pas l'équiper de plus de 6 en poids. Sachant que le poids, la valeur de poids, hein, c'est la valeur de coût, c'est la même chose. Sauf lorsque il y a une indication contraire. Par exemple, le Sao Machine Gun, lui, il a un coût de 13, mais un poids de 9, ce qui est déjà énorme. D'accord? Donc 3... Donc moi, ce que je vais prendre pour Clark, ça va être ceci. Moins 4 en bruit, ce qui est pas mal. Possibilité de faire un tir automatique à 3, un kill à 7. Donc on va lui mettre ça sur le dos. D'accord? Donc c'est une première chose. Ensuite, on va peut-être lui ajouter donc 3. On va lui mettre une deuxième arme en main, je pense. Je regarde les différents pistolets hein, hors champ. Tac. Le M17, c'est peut-être pas mal. Ok, on va lui mettre ceci en plus. Donc le M17, qui a un coût de 2, qui permet de démarrer avec un point d'expérience en plus, ce qui n'est pas négligeable, qui a un prérequis de 18 plus en valeur de ressources imprimées, donc on est à 25. Il a toujours ce côté suppress, celle défense, c'est une capacité particulière, rails aussi, et donc surtout il a un bruit à moins 5. Voilà, et donc deux munitions, 2 chargeurs au départ. Donc on est pour l'instant à 5 en poids. Je vais en rester là pour les armes. Je regarde vite fait si on peut lui mettre des équipements en plus, notamment des équipements qui pèseraient 1. Alors un truc que j'aime bien, c'est ça. Le Covered Gear, qui permet d'ajouter 2 au lancer de Shadow's Roll, donc c'est pas négligeable. Un coup de 3, ok, admettons. On va le prendre, on verra à la fin ce que ça donne. Et peut-être bien ceci. Ça c'est pas mal non plus, je trouve. L'ANPEC 15, d'accord, qui s'adapte à tout un tas de catégories d'armes. Donc notamment au SMG, c'est ce qu'on a ici, donc au fusil mitrailleur, qui permet d'ajouter 1 à nos lancers d'attaque et d'effets de cover rolls, donc pour battre la couverture, et qui nous permet d'utiliser nos Night Goggles une fois de plus par tour. Et ça, c'est quand même appréciable, même si ça nous demande de payer un coût hein, d'utiliser Night Goggles, mais c'est quand même intéressant. Et enfin, on nous dit que ça coûte 6 à la base, hein, mais on nous demande de payer 1 RP de moins pour chaque point de Printed Shadows Ability, meilleur que 10. Donc nous, on est à 7, donc 7, donc on va non pas payer 6, mais 3. Ok. Ça, c'est une chose. Ensuite, alors pour l'instant, on est à combien en coût? On a dit 25, plus 16, 41. 41, on a ajouté 44 avec les covered gear, 44, plus 2, 46, plus 3, 49, et on a dit plus 3, 52. Si je regarde, alors attendez, qu'est-ce que je voulais regarder ici? On est limité à 120, donc on a encore de la marge. Mais ce qui est important, c'est que dès lors que je vais rentrer dans différents lieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'hostiles que l'on va faire sortir va dépendre de la charge que l'on aura. D'accord? Je ne sais plus à combien je suis, mais en tout cas, là, je suis bien parti pour me retrouver entre 50 et 74, donc je vais peut-être encore continuer d'équiper mes gars, jusqu'à la limite de 74. Alors, du coup, je vais recompter 25, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
52. On est à 52, donc on a encore une vingtaine de points possibles qu'on peut équiper notamment en capacité, en compétences, pardon. Tac, tac, qu'est-ce qui est pas mal là-dedans? Donc on pourrait prendre un Silent Movement. Alors ce que je vais faire avant, parce que c'est hyper important, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit lors de la dernière vidéo, tac, que en fonction des munitions qu'on va utiliser, là, en fonction des munitions qu'on va utiliser, eh bien, elles font plus ou moins de bruit. C'est-à-dire que là, les munitions qu'on aurait actuellement, donc les fameuses 8 munitions qu'on aurait par exemple sur notre MP5, sur notre fusil mitrailleur MP5, feraient un bruit normal de 10. Si maintenant, je m'équipe en tout ou partie de ce qu'on appelle les Black Ammo, d'accord, donc chargeur noir, each subsonic or Black Ammo attack die fera non pas 10 mais 5 points de bruit uniquement. D'accord? Donc ça peut être intéressant de s'équiper de ce type de munitions. Sauf que ces munitions-là ont un coût. Voilà. Donc si je veux remplacer tout ou partie de mes munitions de départ par ces Black Ammo, eh bien ça va me compter un point de plus. Alors je peux tout remplacer ou ne remplacer que quelques-unes. Donc ici j'ai 8, 9, 10, j'ai 16, donc 8 ici, plus 2, 10, plus chez Howard, j'ai 16 munitions. J'ai 16 munitions, on était je crois à 52 au total, 52, je pourrais très bien dire j'utilise 16 points de 16 points de ressources pour mettre des Black Ammo. 52, ça me ferait passer à 68. Ça me laissera un peu de 68 pour aller jusqu'à, on a dit 74. Ça me laissera un peu de latitude. D'accord ? Ça me laisserait 6 points pour trouver d'autres compétences, par exemple. Après, c'est peut-être pas un bon plan, on peut aussi mixer. On peut aussi mixer avec des munitions normales, mais qui feront alors plus de bruit. Et mettre ces munitions normales en fin de chargeur, si j'ose dire, et dire, bah voilà, de toute façon, quand on aura utilisé 3, 4, 5 chargeurs de munitions silencieuses, on risque d'être repéré, et là, après, tant pis, hein, on bourrine, ça fait du bruit, et on tire dans le tas, et on se barre. Donc voilà, ça peut être un choix. Ça peut être un choix. Donc ce que je vais faire ici, on va mixer ce choix. On va faire ce choix de mixer, pardon. Donc pour l'ami Howard, sur sa carabine, on va mettre, on va en prendre 4. Allez, 5. 5 Black Ammo. Et une normale. Donc on les met ici. Tac. Donc c'est 6 max. Hein. Et j'en ajoute. Et j'en ajoute 5. Donc j'étais à 52. Je passe à 57 en coup. Je vais faire à peu près pareil ici. Sur les armes de Clark. Donc 57 sur ces deux, sur son pistolet M17. J'en mets 2. D'accord. Hop là. Donc 59. Ici. Et sur le MP5, on est à 59. On va mettre 2 chargeurs normaux.
on est toujours à 59, puisque ça coûte rien. Par contre, sur 8, on va en mettre 6. Donc 59 et 6, ça va faire 65. Donc on aura dépensé pour l'instant 65 ressources. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors il y a un autre type d'amorce qui existe, enfin d'ammo, pardon, de munitions qui existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui sont les subsoniques ammo, qui font moins de bruit également, qui ne coûtent rien. C'est-à-dire on peut remplacer des chargeurs classiques par ces chargeurs subsoniques, mais qui font moins de dégâts, qui ont une moins grande force de pénétration. Voilà, donc là on a de quoi faire. On pourrait aussi acheter, donc on a dit qu'on était à 59 plus 6, 65. On pourrait aussi acheter d'autres... attendez, parce que 8, voilà, il en faut 2 quand même. Ah ben non, j'en ai déjà 2, je m'y perds. Donc 65, voilà. On pourrait acheter aussi d'autres munitions, au cas où on aurait peur de se retrouver à court de munitions. Donc on est à, on a dit, décidément, 59 et 6, 65. 65 sur, on va dire 74, donc ça nous laisse probablement 9 points. Je dis probablement parce que c'est cette carte mission-là qui me fait dire que on va avoir des soucis si on dépasse 74, mais peut-être que ça varie sur certaines cartes missions. Donc il nous reste donc 9 points de ressources à dépenser. Eh bien, ce qu'on va faire, j'avais dit que la clé, c'était la discrétion. Je vais prendre un Silent Movement qui me permet d'ajouter 3 à mes lancers de Shadow, donc de discrétion. Donc, au coût de 5. Hein. D'accord ? Voilà, et j'avais vu que ça serait pas mal de prendre également la compétence de patience qui coûte 4, donc on serait juste à 74. Et lorsque l'on va devoir, et ça j'en reparlerai, piocher un Unaware Hostile Counter, donc un marqueur hostile, Unaware c'est quoi ? C'est détendu, relâché. Eh bien, on va pouvoir en piocher un autre et choisir celui que l'on souhaite parmi les deux. Donc ça, c'est important lors des attaques. Voilà. Donc si je refais le compte, je vais prendre un peu de recul pour que vous puissiez voir l'ensemble de l'escouade. On a 25, plus 16, 41, plus 41, plus 5, 46, 46, plus 3, 49, plus 2, 51, 52, 53, 56, 56 plus 6, 62, 62, non pas plus 6, mais plus 3, 65, plus 5, 70, plus 4. On a donc utilisé 74 points de ressources pour faire notre escouade. Donc escouade que voici, Clark et Howard. Donc voilà, l'escouade est prête. Eh bien, il n'y a plus qu'à mettre tout ça, à aligner tout ça un petit peu mieux sous le plateau de jeu avant de commencer notre partie. Eh bien, du coup, cette vidéo va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la mission Nice and Easy qui consistera à l'assassinat d'une personnalité, mission confiée à Clark et Howard dans la jungle nord-coréenne. À très bientôt pour cette vidéo de partie. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.